Bonne année 2023. Je viens de prendre ma retraite comme professeur de l'enseignement supérieur, mais j'ai pourtant décidé de poursuivre cette aventure que j'ai entamée il y a précisément 10 ans et qui consiste à diffuser les connaissances dans le domaine historique principalement, puisque je suis historien de métier. Aujourd'hui, on ne parle plus que de crise de la société, de crise de l'économie, de crise climatique, de crise politique également avec le recul de la démocratie. Il me paraît important, parce que tel est le rôle de l'historien, d'essayer de trouver les racines de la situation que nous vivons partout dans le monde entier, à des rythmes différents, à des degrés différents, mais qui sont tous de la même nature, puisque nous vivons dans un monde interconnecté. Nous vivons dans un système, le système capitaliste, qui a des implications dans tous les domaines, qui a des répercussions dans le domaine social, et nous ne pensons plus de la même manière qu'il y a 20 ou 30 ans. La cause principale, ce sont les nombreuses innovations en matière de technologie qui font qu'on ne peut plus penser de la même manière, en particulier depuis l'invention de l'Internet à des fins civiles, puisque comme vous le savez, c'est dans le domaine militaire qu'il a d'abord été expérimenté. J'ai donc décidé d'aborder aujourd'hui l'économie et la société aux États-Unis dans les années 1920, parce que c'est à ce moment crucial que se mettent en place toute une série d'éléments que nous vivons aujourd'hui, même s'il y a des modalités évidemment qui ont changé un siècle plus tard précisément. Les États-Unis, au lendemain de la Première Guerre mondiale, occupent un rôle tout à fait prépondérant. Ils sont intervenus à partir de 1917 en Europe, sortant ainsi de leur politique isolationniste qui, depuis le 1823-1824, était leur politique, c'est la fameuse doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains, et l'Europe n'a pas à se mêler des affaires qui se produisent en Amérique, sur d'ailleurs l'ensemble du continent, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, considérée comme une chasse gardée des États-Unis. Les États-Unis, inversement, ne se sont pas ingérés dans la politique européenne, et donc 1917 marque un véritable tournant que je ne vais pas développer ici, puisque j'ai eu l'occasion de le faire dans un autre cours sur la Première Guerre mondiale. Les États-Unis, donc, au lendemain du traité de Versailles de 1919, qui fait partie d'un ensemble de traités signés lors de la conférence de Paris en 1919-1920, le traité de Versailles donc va modifier, ou plutôt va entériner une situation tout à fait nouvelle.
Le président Wilson, le président des États-Unis, est le véritable arbitre de la paix. Il se veut également le chantre de la paix. Il avait déposé un certain nombre de propositions qui, paradoxalement, n'ont pas été retenues par le Congrès américain parce qu'il y a eu un changement de majorité et qu'effectivement les années 30 vont être marquées par la présidence de 3 républicains, successivement Harding, puis Coolidge et enfin Hoover. Il faudra attendre donc 1932 pour qu'un président démocrate, Franklin Roosevelt, mène une autre politique, mais dans un contexte tout à fait particulier, qui est celui des lendemains de la crise économique mondiale de l'automne, qui commence à l'automne 1929 et qui va avoir des conséquences, partie des États-Unis, mais qui va avoir des conséquences sur l'économie internationale. Mon plan comprendra, je dirais, 2 grandes parties. Dans un premier temps, parce que ça me paraît l'essentiel, et c'est la raison pour laquelle je place ce premier chapitre au début de mon exposé, de ma conférence, j'aborderai la question tout à fait centrale de l'organisation du système capitaliste qui détermine tout le reste. Je verrai comment, dans la superstructure, l'État joue un rôle, évidemment, pour, j'allais dire, sanctifier ce régime capitaliste, excusez du terme, mais je ne vois pas très bien quel autre terme je pourrais utiliser concernant la politique américaine. Et ensuite, on va voir quels sont les soubassements, les appuis sociaux de cette politique menée par les gouvernements américains, en essayant de comprendre en quoi l'idéologie a joué un rôle essentiel pour maintenir des gouvernements conservateurs en matière sociale, donc dans les années 1920. Premier point, donc, l'économie, avant d'aborder les problèmes sociaux, sociétaux et idéologiques. Le capitalisme, je crois qu'il est inutile de redéfinir ce que c'est que le capitalisme, c'est un prérequis, je dirais, pour cette leçon, est caractérisé au début des années 1920 par l'inflation des prix, qui va être très importante. Envisageons d'abord la question de la production avant d'aborder celle de la consommation. Les 2 phénomènes étant évidemment liés, c'est la question de l'offre et la demande, qui est la loi, je dirais, économique de base. Plus un produit est rare, plus il est cher, plus un produit est abondant et plus il est bon marché. Comment s'organise donc le capitalisme aux États-Unis au lendemain de la Première Guerre mondiale? Ceci dit, on est dans un continuum, évidemment. Les choses étaient mises en place bien avant, depuis le XIXe siècle, mais on va assister quand même à une accélération, je voudrais insister sur ce terme, d'un certain nombre de phénomènes. Tout d'abord, au niveau du capital, et ensuite, en ce qui concerne le travail. Le capital tend à se concentrer de plus en plus. Autrement dit, les petites et moyennes entreprises tendent à disparaître au profit de très grosses sociétés, de trusts qui associent, je dirais, tout, ou plutôt qui permet de contrôler
tout le processus depuis la production jusqu'à la distribution des produits des usines. Cela permet également de constituer des grandes associations de capitalistes qui profitent évidemment du système puisque l'objectif étant qu'en augmentant les rendements, entre autres choses, on va augmenter les profits. C'est l'époque donc où se mettent aussi en place des multinationales, c'est-à-dire des sociétés qui, au départ des États-Unis, où se trouve le siège social, leur siège social, vont s'implanter dans une série de pays pour produire des biens, parfois sous forme de pièces détachées, dans le domaine de l'automobile, je pense aux pneus par exemple, mais aussi ces multinationales, en ayant des sociétés locales, vont permettre la vente des biens au-delà des frontières des États-Unis. Le travail lui-même va connaître une augmentation de ses rendements, d'une part par la mécanisation des chaînes de production et d'autre part par la robotisation des ouvriers. C'est le système inventé par l'ingénieur Taylor, donc le taylorisme, qui consiste en fait à diviser au maximum les différentes tâches des ouvriers qui sont ainsi amenés pour pouvoir augmenter la production, la productivité au départ, réduire donc les coûts de production, ces ouvriers étant devant exercer des tâches extrêmement spécialisées et donc extrêmement répétitives. Ce sont les mêmes gestes qui sont produits de manière rapide et incessante par les ouvriers. Ce système a été mis en image dans un film très célèbre de Charlie Chaplin qui date de 1936, Les temps modernes. Voilà pour l'organisation du système des entreprises américaines dans le domaine industriel. Ce système conduit à une surproduction, c'est-à-dire à une inadéquation entre d'une part l'offre et la demande. Quelle en est la raison? Mais principalement le fait que pendant la Première Guerre mondiale, toute l'économie des pays belligérants en Europe se trouve convertie essentiellement en économie de guerre. Les besoins sont immenses dans toute une série de secteurs, par conséquent, et les États-Unis vont produire tout ce dont les Européens, quand je dis les Européens ici, je parle des alliés, je parle du Royaume-Uni, je parle de la France, de l'Italie, bien sûr, à titre principal, et par conséquent, au lendemain de la Première Guerre mondiale, on peut dire que le Royaume-Uni, qui avait dominé sur le plan économique le XIXe siècle, est relégué à la seconde place. Quant à l'Allemagne, qui était une grande puissance industrielle, elle a perdu la guerre et par conséquent, elle va reculer évidemment nettement en tant que concurrente dans le système d'échange international, en tout cas au début des années 20. Et ceci ne sera pas sans conséquence, comme on le sait, dans les années 30, avec la création là d'une nouvelle économie de guerre, avec la montée au pouvoir d'Hitler et du nazisme. Nous allons distinguer ici deux secteurs économiques, d'une part l'industrie et d'autre part l'agriculture. Sur le plan industriel,
la fin de la Première Guerre mondiale a des conséquences néfastes pour les États-Unis. Car en effet, ils ont produit énormément sur le plan industriel pendant la Première Guerre, et après la Première Guerre, les pays belligérants vont se remettre à produire, leurs usines vont être à nouveau progressivement mises en état de fonctionnement pour répondre à des besoins de la population, des entreprises qui ne sont plus d'ordre militaire, en particulier dans le domaine de l'acier, mais aussi du textile. Il faut penser quand même aux uniformes des militaires. Autrement dit, l'économie américaine va avoir de grosses difficultés, les entreprises donc, à garder les débouchés qu'ils avaient pendant la guerre. Donc, grosse difficulté au niveau de l'exportation des biens, et en particulier pour l'automobile, dont je vais vous reparler dans un instant, où les taxes sont devenues de plus en plus importantes. Deuxième secteur, l'agriculture. L'agriculture, là aussi, va connaître un recul de ses débouchés. Ses exportations baissent après la guerre, mécaniquement, ses exportations vers l'Europe, et tout cela va être relaté dans différents romans que je vous montrerai en fin de leçon dans la bibliographie. Maintenant, en ce qui concerne la consommation, c'est donc l'autre volet de cette économie américaine. Et je vais parler ici alors plus précisément de la consommation intérieure. Cette consommation va augmenter de manière exponentielle, pour deux causes principalement. La première, c'est la baisse des coûts de production, mais qui va permettre une augmentation des profits, puisque c'est là, finalement, la fin FIN du système capitaliste, mais fin dans le sens de but, évidemment, et pas de conclusion. Réduction des coûts pour les matières premières et en termes de moyens de production. Les matières premières, tout d'abord. Dans le domaine de l'économie, de l'automobile, pour ne prendre que ce cas précis, grâce à l'innovation technologique, l'acier va coûter moins cher. Autrement dit, le coût de production des voitures va baisser. Mais il y a aussi, en termes de moyens de production, deux éléments tout à fait majeurs qui vont intervenir, et j'ai déjà évoqué le premier, c'est la mécanisation, autrement dit qui concerne la production par des machines, et aussi, je l'ai évoqué également, l'augmentation des rendements par les ouvriers qui travaillent dans l'industrie automobile, et je pense aussi à l'augmentation de la consommation par les ouvriers eux-mêmes, par un système, j'allais dire, pervers, mais ça c'est une position morale que je ne peux pas avoir ici, bien que, quoique, c'est en fait le Fordisme. Henry Ford, ce n'est pas un personnage très sympathique sur le plan moral, certainement un capitaliste de génie. Il avait fait ses armes en tant qu'ingénieur dans les usines de Rockefeller, déjà au XIXe siècle, et il invente un système. C'est quoi? Eh bien, c'est un système qui fait consommer par les ouvriers eux-mêmes dans ses propres usines de fabrication de voitures, consommation, achat donc d'automobiles,
Alors, comment? Eh bien, en augmentant fortement les salaires qu'il paye à ses ouvriers et qui permet ainsi l'augmentation de leur niveau de vie. L'automobile va devenir un must et je dirais non pas inaugure, mais va, comment dirais-je, renforcer cette idéologie américaine que l'on appelle l'American Way of Life, c'est-à-dire la manière de vivre américaine qui consiste donc à gagner beaucoup d'argent pour consommer beaucoup. En Europe, le système va s'étendre aussi, mais il faudra attendre surtout l'époque de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, et plus particulièrement les Golden 60s, les années 1960, pour connaître un tel phénomène. Même s'il est antérieur, c'est à ce moment-là qu'il connaît évidemment son apogée et son épanouissement. La production d'automobiles va donc augmenter, puisque la demande augmente, et vous voyez le cercle, alors on peut dire vertueux ou vicieux, suivant la position politique et philosophique que l'on a face à ce problème. Mais, par conséquent, c'est la conséquence tout à fait logique, les dépenses de la population augmentent, puisqu'il y a une offre de produits différents de plus en plus nombreux. Ces produits, on les trouve, ces produits nouveaux, dans beaucoup de domaines, presque dans tous les domaines. Ça va créer des besoins, on peut même dire des addictions sociales, parce que la possession de biens, la propriété de biens est un marqueur social, évidemment. Tout le monde va vouloir avoir sa petite maison, sa maison moyenne, son automobile, et plus tard, ça c'est plus tard effectivement, ce n'est pas dans les années 20, sa machine à laver, voilà, enfin vous voyez, sa tondeuse, son petit jardin, etc. Tout cela est un petit peu, je dirais, repris sous une forme un petit peu caricaturale, mais sans volonté d'être caricaturale, dans ce feuilleton que tout le monde regardait dans les années 1960, moi en particulier quand j'étais enfant, c'est-à-dire Ma sorcière bien-aimée, où on voit comme ça un couple avec un enfant qui réalise ce rêve américain de l'American Way of Life, justement. Tous ces nouveaux produits vont conduire évidemment à devoir choisir. Donc le choix devient de plus en plus important, mais il faut choisir, et il y a toujours une chaussure que l'on peut mettre à son pied en fonction du prix, de la qualité, puisque ces produits tendent à se multiplier. L'innovation fait même partie, je dirais, intégrante du système et même de l'idéologie. Je dirais même surtout l'idéologie. Autrement dit, la mode fait que rapidement des produits sont considérés comme obsolètes, et c'est ainsi d'ailleurs qu'aujourd'hui, 100 ans plus tard, vous savez bien qu'en matière de médias, en matière de téléphonie, en matière de télévision, tout ce qui concerne l'électronique, tous les 2 ou 3 ans, il y a un nouveau produit qui est mis sur le marché et qui fait que vous devez jeter, ranger au placard, mais c'est la plupart du temps jeter, ce que vous aviez acheté précédemment. Ne fût-ce que pour maintenir son rang social et ne pas vous promener avec des vieux téléphones qui ont 1 ou 2 générations de retard. Voilà donc pour l'organisation du système capitaliste. J'espère que vous avez bien retenu qu'il repose sur une organisation particulière qui concerne tant le capital que les travailleurs, que ceci conduit donc à une surproduction,
c'est-à-dire à une inadéquation entre l'offre et la demande, tant dans le domaine industriel que dans le domaine de l'agriculture, et que la consommation va s'en trouver complètement bouleversée, je parle de la consommation intérieure ici, par l'innovation, la création de nouveaux, la fabrication de nouveaux matériaux, et donc cette mécanisation, le taylorisme qui augmente les rendements et donc la production par la productivité. Maintenant, quel est le rôle de l'État dans tout cela? Car évidemment, l'État américain est basé sur le capitalisme, je dirais presque depuis toujours, même si au XIXe siècle, l'agriculture va jouer un rôle essentiel, qui n'est pas sans lien évidemment avec le déclenchement de la guerre de sécession, puisque les esclaves travaillaient dans les plantations du sud, alors que dans la partie nord du pays, il y avait beaucoup d'usines, si vous voulez, et c'était plutôt le monde de l'industrie qui prédominait. Donc en fait, c'est presque deux civilisations qui vont s'opposer à ce moment-là, deux idéologies également sur lesquelles je vais revenir. Maintenant donc, quel est le rôle de l'État? État dont l'idéologie est très clairement basée sur un libéralisme parfois sauvage, mais qui pour autant est un libéralisme, je dirais, à destination des Américains et qui comprend un certain nombre d'éléments protectionnistes justement pour défendre l'économie américaine. Sur le plan international, je vous ai dit tout à l'heure que l'économie américaine devient la première économie mondiale, elle passe devant l'économie britannique. En ce qui concerne la monnaie, ce n'est plus la livre sterling la référence, ça devient le dollar américain. Sur le plan financier, ce n'est plus la City qui est la première place boursière, mais Wall Street à New York. Et en matière de politique économique, les États-Unis, au lendemain de la guerre, d'abord, comment dirais-je, le business est l'affaire première des États-Unis et de l'État américain, qui défend les intérêts, bien sûr, de la grande bourgeoisie. Les États-Unis refusent d'annuler la dette contractée d'abord par les Français qui ont connu des dévastations très importantes sur leur territoire, censées être remboursées par des indemnités allemandes à hauteur de 132 milliards, si mes souvenirs sont bons. Ce ne sera que très très partiellement, d'où l'occupation de la Ruhr au début des années 1920. Mais les Français ont emprunté énormément pour leur armement militaire, bien entendu. Donc, les États-Unis refusent d'annuler la dette des Français. Maintenant, en ce qui concerne la politique nationale, j'ai évoqué le sujet il y a quelques minutes, vous vous en souviendrez. Sur le plan économique, se met en place une politique de type protectionniste en augmentant les droits de douane à l'importation de produits extérieurs pour favoriser évidemment la vente des produits de l'industrie américaine. Ensuite, sur le plan politique et social, et je vais y revenir évidemment lorsque j'aborderai le problème social et la question idéologique, il va y avoir une répression importante contre les communistes, entre guillemets, parce que c'est une notion élastique, extensive, c'est un gros mot pour les Américains. Répression également contre les syndicalistes, car les conflits sociaux se développent en matière, dans le domaine industriel, donc les ouvriers sont de plus en plus mécontents, se mettent en grève, et évidemment, pour ceux qui se posent la question de l'origine du Bureau fédéral de recherche,
donc le FBI, il est évidemment lié à la révolution russe et à ses conséquences, car il ne faut pas oublier que ce ne sont pas seulement les intérêts britanniques, français, belges, japonais, mais aussi américains qui ont été touchés par la nationalisation donc des entreprises en Russie, dans l'ex-empire des tsars, et il y avait des, comment dirais-je, des gens qui possédaient énormément d'actions, des étrangers dans les usines de Moscou, de Saint-Pétersbourg, d'Odessa, de l'Oural, parce que la main-d'œuvre était extrêmement bon marché. C'est un pays où il y avait beaucoup de matières premières, et par conséquent, c'était un placement sûr jusqu'au, je dirais, jusqu'au début de 1910, alors que la situation en Russie, sur le plan politique en tout cas, était très mauvaise. Il y avait eu la révolution de 1905, la création d'une Douma, mais d'une Douma bidon, c'est-à-dire d'un parlement qui n'a pas pu exercer vraiment ses pouvoirs, parce que le tsar reste un tsar autocrate. Et c'est ce qui fait que, je dirais, l'industrialisation n'a pas forcé de l'économie russe entre 1885 et la veille de la Première Guerre mondiale, donc pendant une trentaine d'années, s'est vue arrêtée, en tout cas par la Première Guerre mondiale, sinon dans le domaine justement de l'industrie à des fins militaires, et elle ne va reprendre que très difficilement, mais avec un PIB inférieur au septième de ce qu'il était en 1914, une fois que les bolcheviks seront au pouvoir. Donc c'est un pays véritablement ravagé par la guerre avec l'Allemagne, par la guerre civile entre rouges et blancs, qui sera en place en 1921, après 4 ans de guerre civile, d'où la fameuse nouvelle politique économique menée par Lénine, la NEP. Et là aussi, je ne peux pas m'y interdire, puisque mon sujet, ce sont les États-Unis et non pas l'Union soviétique. Je vous le disais donc tout à l'heure, et nous abordons maintenant le second volet de mon cours après l'économie, la société américaine va être dominée politiquement, idéologiquement, par ce qui, en termes de valeurs, permet de soutenir le capitalisme. Quelles en sont les causes et quelles en sont les conséquences? Donc ici, j'aborde la question des valeurs dominantes dans la société. Ces valeurs dominantes, on les trouve tant en matière morale et religieuse qu'en matière d'identité politique et sociale. Premier élément, donc, les aspects religieux et moraux. Ceux qui dominent la société américaine, ce sont les WASP, c'est-à-dire les White Anglo-Saxon Protestant, excusez mon accent, donc c'est-à-dire les protestants blancs d'origine anglo-saxonne. Ce sont eux qui dominent la société. Ce protestantisme est basé sur la Bible et donc sur le passé. C'est donc une idéologie, ça peut paraître paradoxal, mais passéiste, conservatrice, qui domine dans le pays et qui cohabite, mais structurellement parlant, systémiquement parlant, sans qu'il y ait de contradiction sur le fond, bien au contraire, idéologie conservatrice qui domine la population. Sur le plan moral, conservatisme également. Par son 18e amendement, le Congrès américain, en 1919, interdit la fabrication, la vente et la consommation d'alcool. C'est lié, je dirais, à cette austérité
protestante. La prohibition, donc, puisque tel est le nom que l'on donne à cette période qui s'étend de 1919 à 1933, date à laquelle la prohibition de l'alcool va être abolie aux États-Unis, va avoir une conséquence inévitable, c'est qu'en fait, l'alcool va être vendu sous le marché. Tout le monde le savait, et c'est ainsi que des clubs vont naître, que des lieux de débit de boissons vont exister dans des caves, dans des arrière-salles, pour pouvoir répondre aux besoins des Américains, ou d'une partie de ceux-ci en tout cas, parce que évidemment, il y a une grande partie de la population qui défend la notion, les valeurs qui se trouvent dans la Bible, et en particulier celle du protestantisme, mais évidemment une société est mouvante et elle produit, je dirais, ses antidotes, ou plus exactement, tout poison conduit justement à la création d'antidotes. Alors la question est de savoir si le poison c'est le protestantisme ou l'alcool. Ça, je n'interviendrai pas là-dessus, chacun aura son idée. Moi, je n'ai jamais touché à l'alcool dans ma vie, mais pour autant, je ne suis pas un puritain en matière morale, tout en défendant un certain nombre de valeurs que vous connaissez déjà. C'est à cette époque que, justement, pour produire et écouler la vente de ces alcools, que se développe une mafia dont l'un des principaux représentants, des principaux leaders, est le célèbre Al Capone. Alors, Al, ce n'est pas Alexander, c'est le diminutif de Alfonso, donc c'est Alfonso Capone, un Italien, comme on peut s'en douter, qui tient un véritable réseau à Chicago. Tout cela apparaît d'une manière très simplifiée, caricaturée d'ailleurs. Tout ce que je vous décris ici, les années 20 aux États-Unis, dans cette bande dessinée que les jeunes de ma génération, en tout cas, ont lu pendant leur enfance, je pense bien sûr à Tintin en Amérique, d'Hergé. Il se fait que face à cette mafia, qui a des moyens financiers puissants, les autorités n'agissent pas ou sont corrompues, parce qu'effectivement, tout un certain nombre de chefs de la police, de chefs de municipalité, participent de près ou de loin au système, pas toujours pour en avoir des profits personnels, je dirais, en termes de dividendes, si vous voulez, quant à la vente de l'alcool, mais ferment les yeux, parce qu'on les arrose. Non pas d'alcool, mais de dollars à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'est créée cette fameuse brigade des incorruptibles, dirigée par Elliot Ness, qui va se charger de mettre fin à ce système. Le terme incorruptible dit bien quel était le mal, le poison qui revêt justement la politique de répression à ce moment-là. Voilà donc pour l'idéologie sur le plan religieux et moral, les deux étant évidemment liés. Maintenant, en ce qui concerne l'identité politique et sociale, j'ai évoqué tout à l'heure la question politique. Le contexte n'est pas quelconque. J'ai parlé de la révolution soviétique, enfin bolchevique à ce moment-là, puisque le terme soviétique apparaît un peu plus tard, l'Union des républiques socialistes soviétiques apparaît plus tard, mais les soviets existent bien, effectivement, en 1917, ça c'est incontestable, même s'ils ont été détournés quand même de leur nature initiale. Soviets, c'est-à-dire des conseils d'ouvriers, de soldats en 1917. Le premier de ces conseils, celui de Petrograd, a pris le pouvoir, et puis bon, la suite, vous la connaissez par ailleurs. Donc je reviens, la politique qui s'attaque
suite à ce danger de révolution, je l'ai dit dans mon introduction, sauf erreur de ma part, révolution rouge qui avait, comment dirais-je, déferlé sur une partie de l'Allemagne. Des conseils s'étaient mis en place en Bavière. N'oubliez pas également l'épisode tragique, puisqu'il conduit à la mort en fin janvier 1919, à l'assassinat même de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht, donc, qui étaient les fondateurs, si vous voulez, du parti communiste allemand, qui porte un autre nom, celui de social-démocrate, mais enfin c'était tout comme. Et le communisme, c'est le grand méchant loup. Je vous ai dit, c'est une notion assez élastique dans laquelle on met au fond tous les gens de gauche. Donc, sont considérés comme communistes ce que, à la même époque, en France ou en Belgique, on appelle tout simplement des socialistes. À tel point que, en 1919, le ministre de la Justice, Palmer, va publier des listes de tous les gauchistes et syndicalistes. Ceci annonce un épisode bien connu des années 50 aux États-Unis, c'est la fin des années 40, en pleine guerre froide, et du début des années 50, ce qu'on appelle le macartisme, c'est-à-dire la chasse aux sorcières de tous ceux qui ne rentraient pas dans le rang, de tous ceux qui ne faisaient pas allégeance au système libéral américain. Vous savez que de nombreuses vedettes à Hollywood ont été inquiétées à ce moment-là. Je pourrais en donner une liste complète, mais certainement le premier qui vient à l'esprit, c'est évidemment Charlie Chaplin. Répression des syndicalistes et bien sûr de l'extrême gauche constituée par les anarchistes. Les syndicalistes font l'objet de menaces, mais plus que de menaces également de répression de la part de l'État, mais aussi de milices privées, payées par les patrons des usines, parce qu'il ne faut pas que la vague rouge s'étende. Et évidemment, le patronat, la grande bourgeoisie, souhaite avoir des ouvriers soumis qui participent du Fordisme, si vous voulez, de cette attrape-mouche qui est en fait un piège. C'est un pot de miel ou de confiture dans lequel on met les pattes et où on ne sort pas. D'où la nécessité, évidemment, c'est ce que j'essaye de faire dans mes cours, comme mes très nombreux collègues à travers le monde, de former à l'esprit critique, avec un regard de longue durée sur le passé pour comprendre les phénomènes qui affectent nos sociétés actuelles. L'épisode le plus célèbre de cette répression des anarchistes, c'est évidemment la condamnation à mort de Sacco et Vanzetti, qui étaient deux anarchistes italiens. Ils ont été condamnés à mort en 1921 et exécutés, alors qu'il n'y avait comment dirais-je, aucun élément contraire à la loi, je veux dire, qui aurait dû les conduire à cela. Mais on sait que au lendemain du Haymarket qui, comment dirais-je, qui avait conduit à l'assassinat, on peut le dire, en tout cas la mise à mort de 6 anarchistes, si mes souvenirs sont bons, ben voilà, ce qui est à l'origine également de la création du 1er mai comme fête internationale des travailleurs et non pas du travail, comme Pétain l'a fait il y a maintenant déjà 80 ans en France.
les intellectuels sont visés à côté des communistes, des syndicalistes, des anarchistes. Ça ne sent pas bon d'être quelqu'un qui se pose des questions, qui pense aux États-Unis dans les années 1920. C'est ainsi que deux célèbres écrivains que je prendrai à titre exemplatif, Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway, vont devoir s'exiler à Paris car l'atmosphère devient véritablement irrespirable dans les années 20 aux États-Unis. Maintenant, je viens de vous parler de la répression sur le plan politique et syndical. Maintenant, il faut voir également que sur le plan social, la répression se fait au quotidien dans deux directions. Contre les étrangers, c'est ce qu'on appelle habituellement la xénophobie, et d'autre part contre les Noirs, mais pas seulement les Noirs, vous savez, contre les Slaves, enfin contre ceux qui ne sont pas des Anglo-Saxons. C'est autrement dit le racisme. Je commence tout d'abord par les difficultés que connaissent les étrangers aux États-Unis. En effet, la xénophobie se concentre contre les immigrés, contre les étrangers. Vous savez que c'est un terme récurrent qui est même essentiel dans les idéologies d'extrême droite. Immigrés considérés comme les responsables de l'agitation sociale. C'est ainsi que des quotas vont être mis en place. Si mes souvenirs sont bons, c'est en 1894 et en 1921, je vous dis ça de mémoire, vous savez, et des quotas en fonction de l'origine géographique des immigrés, parce qu'il y avait un certain nombre de caractéristiques qui étaient liées aux immigrés en fonction de leur provenance, qui viennent d'Europe centrale, qui viennent d'Amérique du Sud, qu'ils soient, enfin, pour des raisons donc multiples, et ces critères établissaient une hiérarchie en termes de probabilité entre certaines catégories d'étrangers et les crimes et délits commis par eux. Donc des statistiques avaient été mises en place. Je vous rappelle que le terme statistique est un mot qui vient du terme État, Staat en allemand. La statistique, c'est en fait la science de l'État, littéralement, mise en place au XVIIIe siècle pour permettre à l'État d'avoir des données en matière économique, tout d'abord, mais puis ces statistiques vont au XIXe siècle être utilisées en matière sociale pour permettre d'identifier ces fameuses classes dangereuses, comme les appelait Louis Chevalier, classes laborieuses, classes dangereuses. Donc va se mettre en place tout un système de statistiques visant à surveiller, voire punir la société. J'utilise haïtien évidemment des termes foucaldiens. Maintenant, racisme à côté de la xénophobie. Le racisme va au-delà de la xénophobie. Le racisme aux États-Unis, il vise d'abord les Noirs. Vous savez que dès la fin du XVIe siècle, au XVIIe siècle et encore plus au XVIIIe siècle, de nombreux esclaves ont été importés d'Afrique tropicale et équatoriale vers le sud des États-Unis, où l'on cultivait le café, le coton, le cacao, etc. Mais donc surtout le coton, aussi le sucre, mais enfin le coton constituait l'essentiel, je dirais, de la production agricole aux États-Unis.
Ces esclaves avaient pour fonction d'être une main-d'œuvre extrêmement bon marché, puisqu'il suffisait d'acheter un esclave et de l'entretenir sans le payer, sans que ceci ait un salaire. Et au moment de la guerre de sécession, vous savez qu'il y a ce clivage entre le Nord et le Sud, l'esclavage est supprimé officiellement, d'abord au nord des États-Unis par le président Lincoln, et puis une fois que le Sud est battu, donc en 1865, Lincoln est assassiné, vous le savez aussi, mais il n'en demeure pas moins que tout en étant officiellement libres, ils le sont, ces ouvriers, ces esclaves noirs n'en sont pas moins, dans leur immense majorité, illettrés. On les a maintenus volontairement dans l'ignorance, puisqu'ils étaient considérés comme des animaux. Il ne fallait surtout pas qu'ils pensent, qu'ils se posent des questions quant à leur situation. Et puis quel intérêt ça aurait eu pour des propriétaires terriens d'avoir des ouvriers agricoles qui pensent. Ils étaient là uniquement pour leur force musculaire, bien sûr. Et la situation ne va pas s'arranger, parce que tout en étant libres, les Américains noirs vont être et rester pendant 100 ans, tenez-vous bien, plus de 100 ans, dans la position d'être des citoyens de seconde zone. Ça va être tout le combat des droits civiques mené dans les années 1950 et 1960. On connaît l'épisode de Rosa Parks qui refuse de se lever dans un autocar, c'était à Atlanta si mes souvenirs sont bons, et d'autre part évidemment le combat mené entre 1963 et 1967 par le pasteur Martin Luther King, qui a fini assassiné. Et donc il faudra plus de 100 ans pour que un blanc égale un noir, ou plus exactement un noir égale un blanc. Hein? Le racisme existe toujours, bien entendu, mais aujourd'hui, il n'y a plus de discrimination en matière politique et judiciaire, du moins théoriquement. En tout cas, la loi l'interdit strictement, en tout cas. Dans le Sud, le racisme est très puissant. Il existe dans le Nord aussi, bien sûr, mais dans le Sud, c'est évidemment une séquelle, mais plus qu'une séquelle, de ce qui a pu se passer avant 1865. Et c'est ainsi que se développe une organisation clandestine, secrète, le Ku Klux Klan, le KKK, qui comprend, tenez-vous bien, en 1925, donc au milieu de la décennie qui fait l'objet de cette leçon, qui comprend dans le Sud 5 millions de membres. Donc pour une organisation clandestine, enfin clandestine, non, il circule dans les rues, mais affublé effectivement d'un costume particulier, blanc, avec un chapeau pointu, si vous voulez, mais qui cache leur visage. Ils pratiquent un certain nombre de cérémonies. Il y a des lynchages qui sont organisés donc dans la période 1865-1925, mais après aussi, vous savez, mais simplement pour vous dire, enfin, on a encore connu il y a quelques années un quasi-lynchage lorsque George Floyd a été asphyxié par un policier, c'était quoi à Georgetown, je ne me souviens plus de la localité, qui maintenait son genou sur son cou et qui a conduit donc à son décès par asphyxie. Dans le Nord n'est pas épargné. Il y a des émeutes raciales, en particulier à Chicago, en 1919. Voilà. J'espère par cette leçon, grâce à cette leçon, vous avoir permis de voir dans quelle mesure les États-Unis, l'économie américaine, la société américaine, l'idéologie américaine a fait beaucoup de petits à travers le monde. Nous vivons une époque de
d'ultralibéralisme et en même temps de conservatisme en matière politique. Sur le plan idéologique, vous savez que la xénophobie et le racisme ont avancé leur pion depuis, je dirais, une vingtaine d'années, mais maintenant les choses deviennent vraiment graves. Penser à cette idéologie du tout pour le capitalisme, de l'individualisme défendu par Donald Trump. On a vu ce que ça a donné également, je ne prends que quelques exemples évidemment ici emblématiques, je ne vais pas faire le tour du monde, mais avec Jair Bolsonaro au Brésil, qui vient de perdre les élections et qui s'est vu remplacé par son adversaire politique de gauche, Lula da Silva. Ce type de politique, on le trouve dans des pays européens comme la Hongrie, comme la Pologne, comme la Slovaquie. L'extrême droite, maintenant elle est un peu en recul, mais a quand même connu d'énormes progrès au Danemark, en Suède, en Allemagne également, avec le développement d'un parti néo-nazi, aux Pays-Bas, en Flandre, en Belgique, le pays dans lequel je vis, en Italie aussi, avec l'arrivée au pouvoir de Meloni, qui est à la tête d'une d'une coalition de droite dure. Elle-même est issue de l'extrême droite. Elle était une fervente admiratrice de Mussolini. Et voilà, maintenant elle arrondit les angles en défendant la politique de l'OTAN, en se disant pro-européenne, mais il n'en demeure pas moins que le fond idéologique sur lequel repose sa politique, n'oublions pas qu'elle est alliée quand même à quelqu'un qui est sans doute encore plus à droite qu'elle, c'est Salvini, est une idéologie raciste qui fait référence, je dirais, comme aux États-Unis, à cette idéologie WASP, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sauf qu'en Italie, ce sont les catholiques, et donc pour elle, son support idéologique en matière religieuse, c'est évidemment le christianisme, et plus particulièrement le catholicisme. Voilà, j'en ai terminé. Il me reste, comme d'habitude, à vous montrer un certain nombre de livres qui vous permettront de compléter votre information, livres dont je me suis, comme d'habitude, servi pour préparer cette leçon. Je vais commencer par vous montrer des livres sur l'histoire des États-Unis. D'abord, l'histoire des États-Unis en que sais-je de François Durper. Alors, un ouvrage plus ancien de Denise Artaud et André Caspi, Histoire des États-Unis dans la collection U, chez Armand Collin. Alors, une histoire qui va à contre-courant des idées reçues, mais qui a connu un succès extrêmement important, qu'il faut vraiment lire parce que je m'en suis quand même sérieusement inspiré, évidemment, dans ce cours. C'est l'ouvrage de Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, c'est traduit de l'anglais, publié chez Agon. Claude Follen, Les États-Unis au XXe siècle, chez Aubier. Alors, un livre d'un auteur que j'aime particulièrement, qui est passé du trotskisme à l'anarchisme, et qui est donc un des papes décédés maintenant du communisme libertaire. Il s'agit de Daniel Guérin, c'est un
une publication séparée de la revue fondée par Merleau-Ponty et Jean-Paul Sartre, Les Temps modernes, Où va le peuple américain, en 2 volumes chez Julliard. Le volume 2 s'appelle La révolte agraire, la révolte nègre. Alors, de Daniel Guérin, le même auteur que je viens de citer. Le mouvement ouvrier aux États-Unis, 1867-1967, dans la petite collection Maspero. Alors là, c'est pour une période plus récente, mais ça vaut vraiment la peine d'être lu, de Rick Fantasia et de Kim Voss, Des syndicats domestiqués, répression patronale et résistance syndicale aux États-Unis. De la grande anarchiste Emma Goldman, L'épopée d'une anarchiste, New York 1886, Moscou 1920, aux éditions Complexes. D'Howard Zinn, déjà cité, c'est une pièce de théâtre, une pièce historique sur Emma Goldman, justement, écrite par Howard Zinn, l'historien américain que je vous ai cité, donc en suivant Emma, pièce historique sur Emma Goldman, anarchiste et féministe américaine, chez Agon. Alors, la correspondance de Sacco et Vanzetti, publiée en 1818. America, 3 siècles d'émigration aux États-Unis, 1620-1920, présenté par Janine Brun dans la collection Archives. De Malcolm X, le célèbre militant, sur l'histoire afro-américaine aux éditions Aden. Les Noirs aux États-Unis par Claude Follen, en Que sais-je, presse universitaire de France. De Daniel Guérin, déjà cité, de l'oncle Tom aux Panthères, ce sont les Black Panthers, en 10-18. Alors, sur cette ville dans la ville, sur ce quartier plus exactement de New York, Harlem, 1900-1935, de la métropole noire au ghetto, de la renaissance culturelle à l'exclusion, un numéro tout à fait exceptionnel dans la collection Autrement. Alors, une histoire de New York par François Weil chez Fayard. Chicago 1890-1930, audace et débordement. Je renvoie à ce que je vous ai dit quant aux émeutes à Chicago en 1919 par Hélène Trocmé dans la collection Mémoire chez Autrement. Alors, d'une manière générale, un ouvrage vraiment intéressant de Joyce Appleby, Capitalisme, histoire d'une révolution permanente, chez l'éditeur Piranha.
de Jean Heffer. Ça concerne la fin de notre période dont je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de la crise de 1929. J'ai consacré tout un cours à cela. Je vous ai parlé par contre de la surproduction qui est entre autres à l'origine de la crise de 1929. La Grande Dépression, les États-Unis en crise, 1929-1933, en folio Histoire. Cet ouvrage avait paru précédemment dans la collection Archives qui publie des documents commentés. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que j'allais vous montrer un certain nombre de romans qu'il convient de lire pour y voir un petit peu plus clair dans cette période. Alors, Gatsby, le Magnifique de Scott Fitzgerald. Ça situe en fait, l'action se situe au lendemain de la Première Guerre mondiale, et c'est en fait l'époque de la Prohibition. Ça se situe dans les années 1922 et suivantes. Alors, Lumière d'août, donc Light of August, de William Faulkner, que j'ai ici en livre de poche. C'est un gros roman puisqu'il fait plus de 600 pages qui concerne notre période. Du même Faulkner, Le bruit et la fureur, c'est un ouvrage extrêmement célèbre bien entendu, donc en anglais c'est Sound and Fury. Et deux livres qui concernent le monde agricole, la surproduction, le chômage des saisonniers, des ouvriers agricoles, à partir de la fin des années 20. Je vous conseille de lire En un combat douteux, d'un autre prix Nobel, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais Faulkner était prix Nobel, de John Steinbeck. Le même qu'écrit Les souris et les hommes. Et pour terminer, un ouvrage très célèbre, Les raisins de la colère, du même auteur. Bon, c'est des grands classiques. Hein. La thématique des deux ouvrages que je viens de vous montrer d'ailleurs, la même. J'ai dit